livre d'Aragon. On va commenter à deux. Vous voyez là, ce sera en binôme avec William, d'ailleurs qui participe à un collectif citoyen, l'habitude des rencontres. Et c'est vrai que pour avoir une vraie citoyenneté, je crois qu'il faut intégrer l'homme et la femme dans une vision humaniste. C'est l'idée qu'on va certainement développer. Je rappelle, pour ceux qui viennent pour la première fois, que c'est un café Tao qui se tient une fois par mois, que le café Tao c'est comme un café philo, mais la différence c'est que les thèmes sont traités Orient-Occident. La double approche Orient-Occident, là ça sera même plus précisément Moyen-Orient, Extrême-Orient, puisque William va plus parler de la femme au Moyen-Orient, et moi de la femme en Extrême-Orient, dans les religions, le taoïsme, le bouddhisme et le tantrisme. Bien sûr, après dans le débat, on pourra aussi parler de l'Occident, mais on veut privilégier effectivement cette approche interculturelle, Orient-Occident, dans ce café Tao, ce qui fait la spécificité par rapport à d'autres cafés philo. Je rappelle aussi, avant de commencer, de passer d'abord la parole à William d'ailleurs, petites annonces d'autres événements ici. Il y aura le café Destin, le 7 mars, ici même, à 15 h. L'heure est un peu différente, ça commence plus tôt, voilà. Je vais terminer un peu plus tôt. Tarot, jeu et magie. Tarot, jeu et magie. C'est Yves lui-même, le fondateur du Café Destin, qui présentera le sujet. Voilà. Donc ça sera le 7. On a aussi le Café Philo avec un sujet très Tao, d'ailleurs la prochaine fois, au Café Philo d'Albert. Ça aura lieu donc le lundi 16 février, dans une semaine. Sujet proposé par Gilles, qui est là. Ne pas être un bonheur possible. Je dis que ça sonne un peu Tao, ça pourrait être bouddhiste avec l'idée du nirvana. C'est le sujet aussi, ne pas être un bonheur possible, ça sera le 16. Si vous voulez avoir les détails, allez sur le site accordsphilo.com, vous aurez beaucoup de rendez-vous intellectuels. Voilà pour les petites annonces. Le 16, c'est un lundi, oui. Et à quelle heure? À 20 h, c'est au Café d'Albert, c'est au métro Alexandre Dumas, ligne 2. C'est 109, boulevard de Charonne. C'est un café qui a lieu 2 fois par mois. Voilà, sans plus tarder, je vais d'abord laisser la parole à William. Ensuite, donc on passera, on voyagera, on fera voyager du Moyen-Orient jusqu'en Extrême-Orient, en passant par l'Inde aussi. Toute l'Asie. Enfin, toute l'Asie. L'Afrique du Nord aussi, j'imagine. Quitte à revenir un peu en France après, dans la partie débat, évidemment, certainement. Voilà, parole. Alors, bonjour tout le monde. Quand Jean-Luc m'a proposé de participer à ce sujet-là, j'étais motivée parce que le sujet en lui-même, il m'intéresse à titre personnel. Donc, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui s'inscrit plutôt dans un cadre d'une quête personnelle. Je m'intéresse à la place de la femme, parce que je suis une femme et je m'interroge sur ma place dans cette société. Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois partager? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et c'est dans cet esprit-là donc que je m'intéresse à ce sujet. Tout ce que je vais partager avec vous et du coup donc ne sont pas des affirmations, mais ce sont des recherches que je trouve sur mon chemin, et puis j'aimerais partager pour évoquer le juste débat. Le plus important, ce n'est pas de proposer une voie et de demander les gens de se faire suivre, mais que chacun d'entre nous ait sa propre voie. Donc dans cet esprit-là, jusqu'à hier en fait, je me demandais quel était le point de départ pour parler des féminismes dans le monde arabe et musulman, puisque je viens de l'Algérie. Et je me suis dit, il faut que je précise un cadre, il faut que je recadre le sujet. Et une idée m'est apparue comme ça, dernière minute, j'allais dire, et je me suis dit, tiens, le premier critère en Occident pour qualifier une femme libérée ou pas, on regarde le voile, le dévoilement, le corps. C'est le premier critère d'une façon qui nous permet de, quelque part, dire une femme émancipée ou pas.
je me suis dit donc, allez, pourquoi pas, je vais creuser ce coin-là et on va voir où ça va nous mener. D'abord, je parle dans un contexte, donc, puisque je parle du monde musulman et arabe, je vais commencer par la religion, ensuite le courant nationaliste. Donc, il y a deux points importants que je dois zoomer sur ces deux points-là. D'abord, pour l'islam, donc l'époque où on a eu cette révélation, dès le départ, les femmes ont commencé à se questionner et à protester à propos de leur place dans la société musulmane. Et ça, c'est une question dès le départ, dès l'arrivée de l'islam et dans l'histoire musulmane, il y a eu beaucoup de femmes, même si elles ne sont pas très connues, mais comme Maïmouna dans le monde andalousien, comme Raba'a al-Adawiya, une grande femme spirituelle aussi, qui était suivie par pas mal de disciples. Donc il y a plein de personnalités, on n'en parle pas beaucoup, mais il est vrai qu'à cette époque-là, c'était des tentatives personnelles. On n'est pas arrivé encore à constituer un mouvement féministe. Le mouvement féministe a commencé réellement donc, dans le 19e siècle. Il a commencé à s'organiser en tant que mouvement dans le 19e siècle. Puis dans les années 70, donc, on a un discours cherchant à promouvoir une modernité islamique, incluant un certain nombre de revendications à caractère féministe. Et ensuite, on a un passage d'un discours féminin de défense de l'islam à un discours féministe. Donc, au départ, c'était vraiment la défense de la place de la femme dans l'islam. Ensuite, on passe à un discours féministe à l'intérieur de l'islam. Ensuite, dans les années 90, donc là, on passe à un mouvement transnational où on est vraiment dans un courant de féministes islamiques qui cherchent des textes du Coran pour prouver la place de la femme. Donc ça, c'est pour donner des exemples. C'est vraiment un mouvement transnational. Hein. Donc, on a Zaina Anwar, fondatrice malaisienne, fondatrice d'un mouvement qui s'appelle Sisters in Islam. On a depuis les années 2000 aussi le féminisme islamique est entré dans une seconde phase, d'un côté cependant sur l'esprit du Coran. Il y a donc dans cet esprit-là Amina Wadoud, une afro-américaine. Donc cette afro-américaine qui est convertie à l'islam a déjà mené une prière à la mosquée. C'est une première. Hein. Jusque-là, il n'y en avait pas encore une femme imam. C'est la première qui a fait ça. Bon, la première après l'épouse du prophète Mahomet, parce qu'elle a déjà aussi fait un discours à la mosquée pour les hommes. Celle-là qui est connue, donc Amina Wadoud, une américaine, afro-américaine, qui a fait cette tentative. Il y a aussi Harakat Moussawa, le mouvement égalité. Ça, c'est aussi qui a été initié d'ailleurs en Espagne, par les femmes musulmanes en Espagne, à Barcelone. Il y a aussi au Maroc, Asma al-Marad, qui est une féministe islamique pareil, donc qui creuse, qui trouve toutes les justificatifs, j'allais dire, de la position de la femme dans l'islam. Et puis en Turquie, n'oublions pas la Turquie, c'est Hidayat Tuksal. Hidayat Tuksal, donc elle fait des recherches plutôt où elle s'est consacrée sur les hadiths, c'est-à-dire tout ce qui est discours du prophète. Et donc il y a beaucoup de discours qui sont dits hadiths, donc discours du prophète, alors qu'ils ne le sont pas, et donc elle essaye de, j'allais dire, purifier en fait tous ces discours anti-femmes
dans le lycée. Et puis en Indonésie aussi, il y a le mouvement des théologiennes qui sont issues des familles des ulémas, c'est-à-dire les saints. Donc ça, c'est juste pour vous donner une image, une cartographie, j'allais dire, sur ce qui se fait déjà en ce moment et depuis un certain temps dans le monde musulman, que les femmes, elles cherchent à trouver leur voie déjà dans leur contexte. Maintenant, je reviens au mouvement nationaliste, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup parce que ce mouvement nationaliste, les féministes nationalistes, est déjà très marqué en Algérie, d'où je viens. Donc, Assia Djbara, qui nous a quittés hier, malheureusement, une écrivaine algérienne académicienne, nous a quittés hier à l'âge de 78 ans. Et c'est une féministe donc, qui a défendu les femmes, et elle a écrit ceci. J'écris comme tant d'autres femmes écrivains algériennes avec un sentiment d'urgence contre la régression et la misogynie. Je me présente à vous comme écrivain. Un point, c'est tout. Je n'ai pas besoin, je suppose, de dire femme écrivain. Quelle importance! Dans certains pays, on dit écrivaine. Et en langue française, c'est étrange. Veine se perçoit davantage au féminin qu'au masculin. Donc, à partir de ce propos-là, j'ai réalisé la première fois que ce que c'était l'action libératrice. L'action libératrice, c'est d'abord un sentiment intérieur et urgent. Je ne peux pas me libérer sans avoir ce sentiment intérieur qui vient de moi et qui soit urgent. Être féministe, c'est donc avant tout un besoin personnel et non une commande extérieure, une réalisation de soi. Une fois cela est posé, je m'interroge s'il était question donc de féminisme ou tout simplement humanisme, une réalisation de soi. Il est nécessaire donc de comprendre que la condition de la femme est liée à la condition de la citoyenneté. La liberté de la femme ne peut se réaliser que lorsqu'elle est reconnue au sein d'une société en tant que sujet de droit. Autrement dit, reconnaître l'égalité absolue des droits, sans marchandage aucun. Mais comme l'homme n'a pas acquis son droit à part entière à la citoyenneté, donc il garde son droit sur la femme. Son pouvoir perdu sur le territoire de ses semblables, masculins, il essaye donc de le compenser sur le territoire de l'autre, le féminin. Il se trouve donc que la femme, son corps, en temps de guerre, parce que Assia Djbara avait commencé à écrire pendant la guerre de libération. Son premier livre d'ailleurs, c'est en 57 je crois. En temps de guerre, donc, devient un champ de bataille. Pourquoi je parle de guerre? Parce que de toute façon, c'est ce que nous vivons dans certains coins du monde. Je cite donc le paragraphe suivant pour que vous compreniez pourquoi je parle que le corps de la femme devient un champ de bataille. Si nous voulons frapper la société algérienne dans sa contexture, dans ses facultés de résistance, il nous faut d'abord conquérir les femmes. Il faut que nous allions les chercher derrière le voile, où elles se dissimulent, et dans les maisons où l'homme les cache. La situation de la femme sera alors prise comme thème d'action de l'administration à l'époque coloniale, qui est définie dans cette doctrine politique. C'est un extrait de l'an 5 de la Révolution algérienne de France Fanon. Donc déjà, on revient à l'origine de cette bataille. Donc, juste pour vous expliquer le contexte de ce petit paragraphe, donc à Alger, le 16 mai 58, sur la place du Forum, quelques dizaines d'Algériennes retirent leur voile, donc c'était à l'époque un drap blanc qui couvrait la femme. Donc ces femmes retirent leur voile durant une cérémonie orchestrée par les femmes des généraux Massu et Sanon.
qui avait fondé, 3 jours plus tôt, le mouvement de solidarité féminine. Cette bataille, donc... C'était les Français qui ont fondé ça. C'est bien ça, quoi. Ouais, ça, oui, exactement. Donc cette bataille vise surtout à médiatiser le caractère libérateur et modernisateur de la présence colonialiste en Algérie. Un film de propagande, d'ailleurs, a été réalisé en 1960, à cette occasion, pour le public anglo-saxon, qui s'appelle La bataille du voile. D'où, d'ailleurs, donc depuis, on parle de la bataille du voile. Donc c'est quelque chose, bien sûr, à l'époque, qui a été dénoncé par les nationalistes. Ici donc, on peut s'interroger sur cette solidarité féminine qui, sous prétexte de libérer ces femmes victimes, en les rend une nouvelle fois victimes. C'est-à-dire, c'est quelque part où le prétexte de femmes qui seraient forcées, manipulées, influencées, ou tout simplement, si elles le portaient par choix personnel, qu'elles seraient engagées dans une voie mauvaise voie. Bref, elles sont victimes. Et le discours de victime, quand on vient libérer quelqu'un en lui disant que tu es victime, c'est-à-dire on est en train de lui dire que tu es mineur et je viens te libérer. Et quand on rend quelqu'un mineur, il ne peut pas être libre, parce qu'on a vu au départ que la liberté est d'abord un sentiment intérieur urgent. Il doit démarrer de la personne. On ne peut pas venir vers la personne, ça serait même d'ailleurs contradictoire, en disant je te libère parce que tu es mineur. Mais le fait qu'il soit mineur, il ne peut pas être libre. Il n'est pas à la même hauteur que moi. Il ne peut pas être aussi libre que je le suis, parce que c'est moi qui le libère. Donc la première condition de la liberté, c'est que la personne elle-même, elle le décide. Alors, l'autre question donc, pourquoi le corps de la femme devient un territoire? Pourquoi? Eh bien, parce que le corps des femmes devient un territoire parce qu'à libérer et à prendre qu'à n'importe, il ne leur appartient plus, à partir d'un moment qui ne leur appartient plus, il devient le théâtre des hostilités. Qu'il s'agisse des femmes, d'ailleurs, je cite maintenant, pour faire le lien, qu'il s'agisse des femmes afghanes, prisonnières, de leur burqa, ou de la pratique des viols systématiques en ex-Yougoslavie. Le corps de la femme devient à chaque fois, dans tous les contextes de guerre, il devient la scène de la guerre. Donc la problématique, elle reste la même, et je reviens aussi maintenant, donc, ce qu'on appelle maintenant, ce qui est appliqué par Daesh et l'État islamique en Syrie, c'est le Jihad al-Nikah qui est appliqué aux femmes. Donc c'est un viol, en fait c'est une série de viols qui est appliquée aux femmes. Donc à chaque fois qu'il y a une déstabilisation, à chaque fois qu'il y a une guerre, le corps de la femme devient la première proie de cette guerre. Pour continuer, donc le corps il devient un enjeu stratégique, et dans cet enjeu stratégique, donc il y a forcément les deux parties, les deux camps. Donc le colonisateur qui vient dire, par exemple, je te libère, il dit à la femme je te libère de tes traditions, et le nationaliste qui vient dire je te colonise pour que tu ne sois pas colonisé par l'autre. Donc elle est toujours le terrain de colonisateur, d'un côté ou d'un autre. Ce sont donc des contraintes à prendre en conscience dans le jeu de domination. Maintenant que j'ai dressé le paysage que l'on vive, j'allais dire et après. Et après, cette femme qui soit toujours le butin de guerre ou de tout le monde, comment on arrive vraiment à cette liberté?
à la vraie liberté que l'on cherche. Donc la question, en réalité, c'est comment en finir avec la guerre des sexes. Parce que de toute façon, il y a un problème entre un homme soumis face à un homme plus fort que lui, et que tout se rabat sur la femme. Donc, il faut sortir de ce cercle vicieux. Est-ce qu'il s'agit réellement d'un combat entre hommes et femmes ou entre ignorance? Alors, pourquoi cette question? Parce que, pourquoi il faut en finir? Je cite Martin Luther King quand il dit « Soit nous vivons tous ensemble comme des frères et sœurs, soit nous mourrons tous comme des idiots. » Donc, à partir de là, il va falloir trouver une nouvelle voie. Donc là, je fais un retour plutôt, je sors de l'histoire contemporaine pour aller à l'histoire des civilisations. Il se trouve qu'au départ, il y avait une civilisation matriarcale. Et à cette époque-là, donc l'homme, qui n'était pas conscient de son pouvoir à participer pour donner la vie, qui était impressionné par le pouvoir de la femme à cette époque-là représentait l'effort de la puissance de la divinité. À cette époque-là, d'ailleurs, les divinités étaient des déesses, étaient féminines. À cette époque-là, l'homme était au service de la femme. Et la rencontre entre l'homme et la femme, c'était une fête de divinité. Il était peu conscient de son rôle pour donner une vie. Il était du coup, entre guillemets, l'esclave de la femme. C'était avant l'islam. Je suis à 300 000 ans. Je suis 300 000 ans. Je suis avant toutes les religions. Il y a très longtemps. Je suis avant toutes les religions. Exactement. Et donc, à cette époque-là aussi, la sexualité de la femme était complètement libérée. La rencontre, donc, comme j'ai dit, était une fête de divinité. Les enfants étaient portés le nom de la mère et l'homme était au service de tous. À cette époque-là, sur un niveau énergétique, on dit qu'il y avait un lien sexe-tête. Il y avait une rencontre et un pouvoir. Au moment où l'homme devient sédentaire, il découvre l'agriculture, il s'approprie la terre et il s'approprie le ventre de la femme. Il lui dit, je m'approprie ton ventre comme la terre, et en contrepartie, donc, je t'offre la sécurité. À cette époque-là, à ce moment donc, au passage du matriarcat au patriarcat, la femme devient, l'homme devient donc le maître de la femme, on peut parfois même dire son tyran. Et donc c'est à ce moment-là, avec le patriarcat, que la famille est construite. C'est là où on a donc un père, une mère et des enfants. La famille, elle commence avec le patriarcat. Donc on peut dire